Alors voilà, on va attaquer donc cette présentation. Donc avec Éric Fabre, donc secrétaire général de l'association, et Francis. Déjà, première question, ce projet un petit peu utopique, un petit peu fou comme ça, hein, tu le dis, Francis, il tient beaucoup aussi à votre rencontre, à tous les deux. Hein, c'est très important, c'est quand même un duo de choc là. Donc j'aimerais bien connaître un petit peu comment vous êtes rencontrés quand même. Éric, vas-y, à toi d'expliquer. Alors, c'est le hasard absolu. Je ne suis pas du tout scientifique, ni naturaliste, ni rien. C'est un festival. Je ne fais pas de pub, mais enfin, c'est le festival du journal Le Monde qui se tient dans un petit patelin du Lot-et-Garonne. Et Francis participait à un débat. Moi, je suis en Limousin. Avec mon épouse, on est toujours intéressés. En plus, c'est la commune de toute ma belle famille. Bon, il y a vraiment des hasards. Et Francis fait une dédicace à la fin du débat et on se décide d'aller, je dis à mon époux, je t'offre un bouquin de Francis, on achète le bouquin de Francis, le plaidoyer pour l'arbre, et Francis, comme d'habitude, passe très longtemps à faire son dessin, voilà, et puis me parle de ce qu'il a dit tout à l'heure. J'ai vu disparaître et tout, et me dit tout à trac, il faudrait que des citoyens comme vous s'en occupent, comme ça. Et aussi connement, je lui dis, mais vous savez, il ne faut jamais me dire ça deux fois, monsieur. Et lui me répond, mais moi non plus, monsieur. Et il me donne sa carte de visite. Voilà. C'était quand, Éric ? C'était le 13 juillet 2018. Et donc on est reparti à Couture-sur-Garonne. Et voilà, je suis reparti à la maison avec le bouquin en disant j'ai bien autre chose à faire. Enfin, j'avais pas mal d'associations dont je me suis occupé. Enfin, j'avais encore une activité pro. Je suis rentré et j'ai fait la connerie d'ouvrir le livre. Et là, c'est la énième révolution copernicienne de ma vie en me disant t'as vraiment rien compris à ce qui t'entoure, le décor, l'arbre et tout. Et j'envoie un mail à Francis en me disant écoutez monsieur, je ne sais pas ce que je peux faire pour vous, mais Et il me répond par retour de mail. Alors j'indique quand même qu'un retour de mail de Francis Allais, c'est un truc exceptionnel. Et il me dit, venez me voir. Donc je suis allé dans le bureau de Francis, 2 heures de discussion, puis je lui ai dit, écoutez, moi j'étais journaliste, j'ai été élu, j'étais comme ça, voilà, j'ai passé ma vie à m'occuper de choses que je ne connaissais pas. Principe, donnez-moi 6 mois, je pars en expédition, rencontrer des gens, lire, me documenter, je reviens vous voir, une seule condition, je viens en votre nom. Et donc j'ai téléphoné au nom de Francis Allais. Et là j'ai commencé à me dire, il se passe quelque chose. J'ai vu tous les gens que je voulais. Partout, enfin vraiment. Bon, voilà, et c'est parti comme ça. Et on s'est retrouvé un jour dans un séminaire de la Drôme. Un jour, il m'a dit, est-ce que tu veux venir dans un... Vous venez venir à l'époque. J'ai dit oui, il y avait 12 personnes, donc Emmanuel Torquebio, il y avait Annick Cochet, il y avait Béatrice, Gilbert Cochet, etc., dans le séminaire et tout. On a eu une journée merveilleuse. Moi, j'étais au milieu de ces savants, j'ai appris des choses incroyables. Et le matin, dans les brumes du monastère, vers 7 heures, on se balade. Je vois un fantôme là, dans la brume qui faisait pareil que moi, découvrir le monastère. Et Francis me dit, qu'est-ce que vous en pensez d'hier? J'ai dit, vous savez, comme citoyen, je me suis cultivé, c'était merveilleux. Ce moment dans ma vie, je me dis toujours, mais bon, ok, mais maintenant on fait quoi? Et il me dit, mais on fait quoi? Je lui dis, on est 12, 13. Bon, on fait une association. Moi, je sais faire. Alors ça, je vais faire des statuts, des machins, projets, et puis c'est parti. Et donc, le 26 février 2019, on crée l'association. Quelques mois de démarche, etc., reconnaissant d'intérêt général, on démarre un premier conseil d'administration à Émoutier, en Limousin, où on a le siège de l'association. À l'automne 2019, nous étions 13. Voilà, et c'est parti comme ça. Francis, un petit mot sur cette rencontre qui était, j'imagine, indispensable, parce qu'on peut être passionné et tout ça, mais il faut aussi des gens qui ont envie de relever les manches aussi et d'aller au charbon, quoi. Ben, c'est sûr que moi, j'aurais rien pu faire sans Éric. Parce qu'on a des compétences complètement complémentaires. C'est vrai. Oui, j'ai été le premier personnage au monde à dire à Francis Allais, ce projet-là est beaucoup plus compliqué que l'atterrissage sur une canopée tropicale. Parce que là, c'est beaucoup plus dur. Oui, c'est vrai. Eh ben, tu sais convaincre les gens et tu sais comment prendre des contacts et puis faire des réseaux. Et moi, c'était pas mon truc du tout. Voilà. Et donc, ça me semble marcher assez bien. Mais oui, justement, Éric. Éric, tu peux nous faire un petit point actuellement de l'association, justement, voir justement si votre rencontre porte ses fruits quand même. Ben oui, le défi, c'était quand vous rencontrez un personnage comme Francis avec une idée pareille, la question, c'est comment ça devient une force matérielle. Comment ça existe, quoi. Comment on fait exister ça.
Et donc aujourd'hui, on est bien au-delà d'un dialogue entre deux personnes. Hein. Ce qui se passe dans l'association aujourd'hui, c'est une équipe. Hein. Vous avez entendu les noms ce matin. Il est impossible de faire ça sans des équipes, des adhérents. Donc il fallait structurer une force. Une force qui, comme dit l'autre, qui va. Et donc, c'est quelques chiffres clés que vous avez. Vous verrez, on a aujourd'hui, on n'est plus 13, mais 4750 adhérents. Il y a un réseau de followers de 55 000 personnes. En termes de structure associative, on a pu développer des partenariats. On est soutenu aujourd'hui par des fondations. Enfin, j'aperçois Françoise Breitman-Diris, il y a la fondation Le Marchand, Botanique, Chlorane, Ginkgo, etc. On a développé des moyens matériels qui sont... Tu veux qu'on passe les si elles sont là, c'est quelques chiffres vous donnent l'idée de l'évolution. On avait en octobre 2019 un budget de 13 fois 20 euros. Jusqu'à ce que Francis me dise, je lui dis parce que là on va pas durer sur un projet comme ça, et Francis me dit tiens mais je me souviens que il y a Jean-Baptiste Dumont, il est par là de la fondation, tu devrais aller voir. Et donc le principe de fonctionnement c'est Lagardère quoi. Enfin Lagardère, Lagardère, si tu ne vas pas à Lagardère, c'est Lagardère, voilà, le vrai quoi. Le vrai. Et donc de rencontre en rencontre, on a construit une vraie structure qui aujourd'hui a une capacité de porter toute une partie pour nous du pan qui est le soft power autour de la forêt, avec des contributions sur notre site. On a une équipe assez géniale, on a 5 salariés maintenant, des jeunes enthousiastes, des bénévoles qui travaillent autour de nous, des adhérents, voilà. Alors, mais c'est pas encore suffisant, il nous faudra beaucoup plus pour donner toute la force, toute sa richesse au projet et porter des réflexions. Sur le plan de l'assaut, on a engagé des réflexions, vous parliez de l'imaginaire tout à l'heure, mais il y a un imaginaire très fort qui structure aujourd'hui la conscience de tout un public auquel on veut parler, celui des jeunes notamment, mais pas seulement. On va travailler la question du jeu vidéo. La forêt occupe une place extrêmement forte dans l'imaginaire des jeux vidéo. Et c'est des enjeux aujourd'hui de persuasion, de soft power, de discussion. Et il y a 3 mots pour dire où est-ce qu'on en est très concrètement. Si je devais prendre 3 mots, je dirais premier mot, reconnaissance. Deuxième mot, enracinement territorial. Et le troisième mot, dialogue. La reconnaissance, quand vous portez un projet avec Francis Allais, la reconnaissance scientifique, elle arrive tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui dit ce projet est stupide sur le fond. Personne. Au contraire même, y compris dans la transition, etc., tout le monde, Francis l'a rappelé tout à l'heure, a rappelé les multiples enjeux. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux autour de ce projet. En fait, ce projet, métaphoriquement, il est le nom du problème planétaire qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire comment on organise de l'activité humaine, y compris productive, de manière articulée et raisonnée à côté d'espaces naturels qui doivent se développer de plus en plus, et de plus en plus en libre évolution. Donc, reconnaissance des institutions. J'ai aperçu Marco Onida qui nous a rejoint, qui est directeur des forêts à l'Europe. L'équipe de Marco Onida était une des premières à nous dire ce projet, il est en soi tient la route, mais quand on venait le voir, c'était relativement vague. Il faut progresser, il faut travailler. Mais tout de suite, on a senti un intérêt au niveau de toute une série d'organismes, d'organisations. Mais évidemment, dans cette reconnaissance, il y a des aspérités. Oui, il y a des lobbies. Oui, il y a des résistances. Il y a la financiarisation de la forêt, il y a des pratiques agricoles telles qu'elles existent aujourd'hui. Donc, on est aussi dans une bataille. Donc, reconnaissance. Deuxièmement, l'enracinement territorial. Nos réflexions, très vite, nous ont amenés, avec l'équipe scientifique qui est celle de l'association, et des équipes qui nous accompagnent de l'extérieur, de cabinets conseils, avec des géographes, des aménageurs, etc., nous ont dit ce projet, c'est évidemment un projet de territoire. S'il ne se fait pas sans les acteurs, ça sera perdu. Donc comment on construit aujourd'hui un projet de cette sorte dans une zone du monde qui est une zone développée? Comment on pose cette question? Qu'est-ce qu'elle remet en cause? Donc on a des propositions, des réflexions, et on s'enracine aujourd'hui sur 2 secteurs sur lesquels on travaille maintenant, c'est-à-dire les Ardennes et la Wallonie, et les Vosges du Nord et la Rhénanie-Palatinat, tout simplement parce que 70 000 hectares, c'est de toute évidence, un projet de politique publique. Ça ne peut pas être un projet simplement fondé sur de l'acquisition, on n'a pas la fortune, et puis c'est pas l'enjeu. Pour nous, c'est un projet public,
transfrontalier, hein, a dit Francis tout à l'heure. Et si c'est un projet public, on va là où la propriété publique est évidemment la plus importante. Donc le Grand Est, qui est à l'exact inverse de la situation nationale, puisque la propriété publique, sous ses formes diverses, le mot public est un mot générique, hein, est la plus forte. Et donc, on a commencé des visites de terrain. On est né en plein Covid quand même, hein. Donc on a pu atterrir vraiment sur le terrain fin 2021, début 2022, et là ça a commencé à scoltiner le dur, c'est-à-dire, sans doute, y compris au début, maladroitement, même parce qu'on n'avait pas affiné, on affine, on s'enrichit de tous ces contacts. Donc aujourd'hui, on travaille sur ces deux secteurs de manière différente. Et on a rencontré les ministères, hein, l'Élysée, on a même déjeuné à l'Élysée avec la planification écologique. Ce projet, il est très installé dans les échelons de l'État, échelons locaux, échelons régionaux, dans le monde naturaliste, etc. On ne demandait pas un accord en soi sur le projet. Surtout, ce qu'on demande, c'est un accord sur la démarche de fond que le projet, sur les questions de fond que le projet pose aujourd'hui. Donc on s'enracine sur deux terrains, parce qu'on s'y est engagé, y compris au niveau du ministère de la Transition avec Béchu, qui nous a dit travailler sur les deux sites. Dans les Ardennes, on va avoir une démarche liée au contexte local. On va créer une antenne dans les Ardennes, on va développer plusieurs programmes de recherche liés à des enjeux locaux, y compris à des pratiques nouvelles de concertation sur lesquelles on veut travailler. On veut sortir des débats, des conventions habituelles qui ont aussi des limites. On travaille avec l'Institut Polytechnique de Zurich sur des jeux stratégiques, sur des formes nouvelles de dialogue, pour travailler le dialogue territorial. On va développer une série de recherches là-dessus sur le terrain des Ardennes. On y était hier, à partir de Charleville, ville porte du parc naturel régional, toute la pointe de Givet, et puis les parties wallonnes de chaque côté, puisque là, ça a beaucoup bougé de ce côté-là avec la création de parcs nationaux. Et puis un chantier Vosges du Nord qui va être différent, qui va avancer, toujours des contacts de terrain, mais qui va avancer sous la forme, là, dans les prochains mois, de la préparation d'un très grand colloque avec nos partenaires d'Acadie. Daniel Béard interviendra cet après-midi, où là, on va travailler toutes les questions que pose le projet, si on le prend en tant que tel, et je trouve que la formule est très très bonne, en fait comme un accélérateur de la transition écologique. C'est-à-dire comment la question posée d'un espace en libre évolution de très grande dimension interpelle les dynamiques locales, y compris les dynamiques de transition, y compris les dynamiques positives. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire « stop, on met un truc autour, plus personne dedans est terminé ». C'est la caricature qu'on donne de notre projet aujourd'hui. Nous, on dit au contraire, c'est un formidable levier d'exploration, d'expérimentation pour dire comment on va construire. On a 700 ans, Francis. Donc, que ce projet, les parcs nationaux, se construisent sur 10 ans, que ce projet se construit sur 20 ans ou 30 ans, c'est pas la question. On l'a, le temps long. Il y a des décisions à prendre maintenant sur un projet dont les enjeux sont considérables, mais on a le temps long devant nous. Quelle politique on invente ? Comment on capitalise les dynamiques existantes? Comment on les fait bifurquer? Comment on travaille toutes les questions qui sont posées aujourd'hui dans la crise? Réflexion sur les modes de protection. Est-ce qu'ils ne sont pas au bout d'une certaine histoire? Les façons de conserver, l'impact de l'enjeu transitionnel dans l'activité des entreprises. Est-ce que ce n'est pas l'occasion, et nous le pensons, de penser la question de la recherche scientifique autour des forêts, d'avoir un grand lieu de recherche? Les scientifiques nous disent qu'on a besoin d'espaces de recherche plus grands. On travaille sur du trop petit. On peut faire dans le Grand Est le CERN de la forêt, le lieu mondial où on a une réflexion avec des chercheurs qui à la fois travaillent des questions scientifiques de l'écosystème lui-même, mais des sociologues qui travaillent la représentation, des juristes qui travaillent le mode de gouvernance. Comment on va gouverner cet OVNI sur le plan international? C'est des questions absolument passionnantes. Comment on va travailler les nouvelles formes de tourisme? On parle de tourisme de contemplation. Il ne s'agit pas de faire du surtourisme et de refaire les alignements de Carnac ou les Calanques avant qu'on prenne des mesures. Il s'agit de pratiquer un autre type. Comment on urbanise? Comment on réaménage? Comment on compense les communes qui vont perdre du revenu? C'est des questions de politique publique qui sont posées. Et nous, on est, méthode DECA, le projet type pour essayer de travailler ces questions. Donc, premièrement, on est reconnu. Deuxièmement, on s'enracine territorialement. On a la tête dure et on va aller au fond, au fond, au fond. On va discuter avec les chasseurs, on va discuter, négocier avec les communes et avec l'État, mettre tous ces gens en rapport avec l'Europe, parce que c'est évidemment un projet dont l'enjeu est européen. Et on sait
la disponibilité, je dirais, intellectuelle et théorique de l'Europe à notre égard, mais l'Europe, elle a besoin que les gens sur le terrain et la France disent ben, OK, banco, voilà comment on se développe. Donc on veut développer. Je dirais que le troisième mot-clé, c'est dialogue. Écoute et dialogue. On a eu des affrontements parfois très durs avec des gens qui ne voulaient pas nous entendre. Par exemple, les chasseurs nous disent, ou des gens nous disent, libre évolution, le cœur, c'est il n'y a rien, il n'y a plus personne et tout le monde dehors. Oui, la libre évolution, à un moment donné, ça suppose plutôt l'absence d'une activité humaine prédatrice, etc., évidemment. Mais à partir de là, on a tout dit, rien dit. Et nous, on souhaite, et on leur a dit, discuter, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Comment on ne dit pas non, on dit, enfin je prends les chasseurs, mais je peux prendre les questions d'affouage ou les questions de politique publique, les mairies, les communes, on dit on va mettre toutes ces questions sur la table et voir ce qu'on va faire ensemble. On se parle, on discute. Bien sûr qu'il y aura des accords à trouver. Mais on sait que dans certaines zones, en Slovénie ou ailleurs, il y a des zones où il y a évidemment des établissements d'hôtellerie, de développement, etc., des pratiques de chasse, etc. Eh bien, on en discute, on s'en parle. C'est vraiment l'esprit dans lequel on est. Donc, on est aujourd'hui au travail sur le terrain. On essaie de développer par nous-mêmes une activité de recherche. On va sans doute développer une activité de recherche et de production scientifique, technique, juridique de plus en plus importante, à côté du travail de soft power, d'organisation, de mobilisation de gens par le biais du travail de l'équipe associative. Et puis peut-être un jour, puisque là on est à la Cité des sciences et de l'industrie, moi je l'ai dit à Francis et tout, j'ai un rêve. Vas-y. Ben, le rêve, c'est la grande fondation Francis Allais. Ah oui. C'est-à-dire, au-delà du projet de forêt primaire, et qui est déjà extrêmement important, l'idée d'avoir un lieu et un endroit qui soit un lieu comme, je sais pas quoi, un institut Jacques Delors, ou un lieu qui travaille l'œuvre de Francis, qui va bien au-delà du projet de forêt primaire, c'est-à-dire qu'il soit un lieu de production scientifique, de labo, de production d'opinion sur la forêt dans le monde, un lieu d'expo, de remise de prix de thèse, à la hauteur du boulot de Francis. Puis on se parle assez franchement, maintenant, je ne suis pas du genre flagorneur non plus, mais voilà, il y a un point de vue sur la forêt, une réflexion sur les tropiques, enfin la condition tropicale, c'est un bouquin aussi qui pose des tas de questions sur notre regard sur la Terre, sur la vie de la Terre, etc. Voilà, ça, je rêve de ça. Mais à chaque jour suffit ça à peine. Il y a le deuxième rêve, et j'en termine, c'est un rêve que partagent les Cochet ou Ernst Zürcher en Suisse ou quelques autres. Ils nous disent « Ouais, c'est bien le projet de Francis dans les Vosges du Nord, les Ardennes, c'est sympa. » Mais le truc, c'est le méta-projet. C'est celui qui part des Ardennes, qui va jusqu'au Rizou, et le Luxembourg, et l'Allemagne, machin. Formidable, mais pour l'instant, halte au feu, on a les pieds dans la glaise, on va... Encore du travail, Eric. Ouais, là, Bon, vous avez compris, il y a de l'enthousiasme. Il y a de l'enthousiasme, et Eric porte magnifiquement. Bon, si vous n'êtes pas encore adhérent de l'association, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Bon, il n'y en a plus 13, il y en a 4700, tu disais 4800. 4750 au jour d'aujourd'hui. Donc, il va falloir arriver aux 5000 assez rapidement. Donc, je pense que là, on ne devrait pas être loin. Donc, n'hésitez pas. Donc, c'est magnifique tout ça. Et Francis, j'imagine que pour toi, c'est quand même quelque chose, je dirais pas un aboutissement, mais quelque chose de formidable, cette énergie, cet enthousiasme pour ce projet. C'est la première fois que je vois un mouvement public qui s'intéresse aux forêts. Ça a toujours été une affaire de spécialistes. C'est typique, par exemple, quand on a annoncé 70 000 hectares, la plupart de mes collègues écologues m'ont dit « Mais c'est gigantesque, c'est monstrueux !» Non, c'est tout petit. Ça prouve que jusqu'à présent, ce qu'on avait concédé à l'écologie, c'était totalement insuffisant. D'ailleurs, ça explique pourquoi ça ne marchait pas. Voilà, c'est pas énorme. C'est un minimum 70 000 hectares. C'est un minimum pourquoi, Francis? Pour des raisons écologiques ou des régions... Mais non, parce que nous sommes devant un problème de changement climatique. Et ce n'est pas les 70 000 hectares, si nous arrivons à les couvrir de forêts primaires, qui va changer ça. Une question d'échelle. Donc, mon grand espoir, c'est que ça marche et que ça soit copié par d'autres pays. Parce qu'ils vont s'apercevoir que c'est pas compliqué, que c'est pas tellement coûteux.
Et donc, voilà, si c'est copié, mais je crois que ça va déjà l'être en Espagne. Non, ce qui est très compliqué, c'est que ça remet en question fondamentalement, dans nos pays tels qu'ils sont, des pratiques, des institutions et des politiques. C'est-à-dire que 70 000 hectares en soi, c'est pas énorme. Le problème, c'est que 70 000 hectares en France, dans ces coins, c'est de la propriété communale, c'est des pratiques de chasse, c'est des politiques publiques qui s'appliquent, c'est du revenu, de l'exploitation forestière, etc. C'est penser la forêt en termes de mètres cubes, c'est penser la forêt en termes de contribution au produit national brut, à des critères d'administration et de gestion qui sont totalement remis en cause dans la période dans laquelle on est. Et en plus, le projet, il est à la fois là une réponse majeure, enfin, quand Elon Musk, ou quand même on entend le président Macron ou d'autres, nous aligner tous les trucs techniques qui vont absorber le carbone. Francis a écrit, a dit à plusieurs fois, et puis lui n'est pas tout seul, on a la multiplicité des études. La grande usine à absorption du carbone, elle est là, c'est la forêt, et il faut l'entretenir. Sauf que dire on a vitalement besoin, dans les 10 ans qui sont devant nous, où on peut prendre des décisions un peu stratégiques pour tenir les objectifs du climat, à la fois d'étendre les régions, les zones, les espaces forestiers susceptibles, et leur permettre de s'épanouir, de vieillir, ça suppose des décisions qui vont vraiment à l'encontre de pratiques, d'habitudes et de politiques qui existent aujourd'hui. Et il faut inventer. Et c'est pour ça qu'on dit, et c'est ça qui intéresse quand même aujourd'hui, c'est qu'avec la mise en œuvre du projet, notamment sous son aspect de dialogue, de colloque, de confrontation, de discussion, de réflexion partagée, alors c'est un mot, je sais bien, qui ne te plaît pas trop, parce que c'est de l'expérimentation. On n'expérimente pas le fait qu'il y aura une forêt primaire, effectivement, au bout. Mais ce qu'on expérimente, c'est comment on fabrique ça. Comment on met en place des mécanismes qui correspondent à ça. Alors on va le faire dans les Vosges du Nord d'une certaine manière, on va le faire dans les Ardennes d'une autre manière, parce que les territoires sont complètement différents. Mais enfin bon, Daniel Baird peut dire ça. On pourrait supposer que l'un des écueils, évidemment, c'est que les politiques s'engagent sur 700 ans. Mais enfin, ils nous engagent, par exemple, avec les déchets nucléaires sur 100 000 ans. Donc sur 700 ans, ça doit être possible quand même, non ? Oui, de toute façon, si Saint-Louis avait commencé, ça serait fait. Hein, je veux dire. Voilà. Oui, mais il faut qu'on en sorte... Il faut qu'on en sorte. C'est-à-dire que c'est très long, 700 ans, c'est très long à imaginer, mais c'est curieux, comme on pose toujours la question du 700 ans, c'est vachement compliqué. Et de l'autre côté, on ne se rend pas compte qu'on a 7 ans, 10 ans pour prendre des décisions draconiennes. Ça ne pose pas de problème. Nos petits-enfants, nos petits-enfants, là, c'est eux qu'on regarde. Moi, c'est eux que je regarde quand je fais ça. C'est aussi pour ça, j'adore Francis, je trouve cette idée géniale, tout ce projet est génial, mais je me dis, je ne veux pas passer dans mes 4 planches en sapin avant d'avoir fait le truc qui fait que, au moins, mes petits-fils, ça va moins être dur. Ça va être dur. Je ne veux pas faire de catastrophisme, mais on a quelques années pour changer. Et donc, l'intérêt de ce projet, c'était de se dire, non pas, est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Nous, on ne demande pas, et on leur a dit d'ailleurs, mais des fois dans d'autres lieux que les affrontements frontons de quelques réunions, à des gens comme les chasseurs, on ne vous demande pas d'être d'abord d'accord avec nous ou pas. Ça, c'est bien français, ça. C'est notre incapacité de dialogue. En France, par contre, d'expliquer au monde entier ce qu'il y a à faire, ça en est très fort. Mais pour dialoguer, on dit, et si on fait ça chez nous ? Là, il se passe quoi ? Très honnêtement, jouons ensemble, parlons ensemble, travaillons, amenons des scientifiques. Et ben, je suis sûr que si on fait ça, on trouvera les moyens et les voies, c'est sûr, c'est sûr. Magnifique. Francis ? Non, j'y connais rien en jeux vidéo, mais vraiment rien. Mais ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis, et je suis très impatient de voir comment ces trucs-là pourraient nous aider. Alors... Oui, c'est une anecdote. Non, enfin, c'est pas une anecdote, mais c'est que notre réflexion sur les jeux vidéo, au départ, c'était l'idée, notre projet, il est très abstrait, comment on le rend concret ? Un jeu vidéo, ça peut rendre concret. Et puis de bons conseils avisés, de gens qui s'y connaissent vraiment, nous ont dit, c'est pas du tout comme ça qu'il faut prendre le problème. On va aller d'abord travailler la question chez les concepteurs et chez les gamers. Quelle conception ils ont des forêts, comment ils fabriquent de la forêt, quelle forêt ils fabriquent, comment on en discute, etc. On s'est rendu compte, et on est en train de se rendre compte, que même ça va bien au-delà de ce qu'on imagine. C'est qu'à travers la question des jeux vidéo, bien sûr, on touche à l'enjeu culturel majeur qui regroupe, qui est
plus que l'équivalent ajouté de la musique, du cinéma et du théâtre. C'est quand même la pratique culturelle majeure. C'est à la fois un objectif de conquête, certes de nouveaux publics, mais nous de compréhension d'un univers qui va nous conduire à nous rendre compte que la forêt est aussi un enjeu de data. Et qu'à travers des pratiques et des réflexions sur les jeux vidéo, on va toucher à des questions tout à fait nouvelles aujourd'hui, sur lesquelles je suis incapable de dire un mot de plus, tellement c'est sans doute compliqué, mais on va nous l'expliquer. Et c'est pour ça qu'on s'y intéresse. C'est pas simplement une démarche opportuniste, je veux dire, ah ouais, les jeunes, ils jouent. Tout le monde en ce moment, l'ONF, mais tout le monde fait son jeu vidéo. Ça n'a aucun sens, aucun intérêt pour nous. Nous, c'est les enjeux qu'il y a à travers une pratique culturelle aussi massive, à travers une pratique de construction d'imaginaire aussi massive, à partir d'une pratique de construction de données aussi massive que celle-là, comment nous, on se l'approprie pour re-rentrer l'homme dans l'ensemble du vivant, pour nous réincruster, pour nous réinstaller, quoi. Et c'est un des enjeux du projet. On est le projet en ce moment, j'espère, qui concrètement contribue aussi à réinstaller les territoires très concrètement dans la transition écologique aujourd'hui. Et c'est ça qu'on veut. Et c'est de ça dont le projet de Francis est le nom, quoi, sur le fond. Merci Eric. On va prendre quelques questions avant la pause du déjeuner. Après juste l'intervention de maintenant, là, il y aura une séance de signature, de dédicace juste à l'extérieur. Donc je ne suis pas certain que Francis ait le temps de vous faire toujours un petit dessin. Voilà, mais il va faire pour le mieux. Mais donc il y aura une séance de dédicace. Alors on a des micro-baladeurs maintenant dans la salle. Si vous levez la main pour avoir le micro et poser quelques questions là-bas sur notre droite. Bonjour, oui. Manuel. Moi j'avais une question à poser. Parce qu'effectivement, actuellement, il y a une idée fausse qui circule aussi. C'est que... Il y a un problème de micro, ça crachouille là. Il faut bien parler devant le micro. Non, il est coupé là. Si ça fonctionne. Il ne faut pas taper sur les têtes de micro, c'est les abus. Mais excusez-moi, merci. Oui, il y a une fausse idée actuellement qui a tendance à circuler, c'est de croire que, ok, c'est pas grave d'abattre des arbres, on peut en remettre. Sauf qu'on oublie une chose fondamentale, c'est que ce qui se passe sous le sol, de ce qui se passe sous le sol dépend ce qui se passe au-dessus du sol. Et notamment toutes les symbioses et tout ça. Et ça prend également énormément de temps. Et que là, cette idée, je pense que, bon, évidemment, c'est à l'encontre de la forêt primaire, il faudra aussi essayer de l'enlever, parce qu'effectivement, encore une fois, des vieux arbres, et encore vieux, je ne sais pas ce que ça veut dire, n'ont rien à voir avec des jeunes arbres qu'on plante. Donc là-dessus, je pense qu'il faut travailler aussi sur ce sujet-là, de manière à donner plus envie d'aller effectivement vers une forêt primaire, sachant qu'en plus je pense qu'une forêt primaire est un élément indicateur. Si on a une forêt primaire à côté de chez nous et qu'elle fonctionne correctement, ça veut dire qu'on n'est pas en train de faire trop de conneries à côté. C'est parce que si on fait des conneries, elle en subira des conséquences. Donc ça peut aussi un élément important. On en parlera abondamment en début d'après-midi avec la présentation de Marc-André Sellos, donc grand spécialiste des sols forestiers. Donc effectivement, monsieur, vos remarques sont tout à fait pertinentes, mais on va développer tout ça en tout début d'après-midi, donc avec la première table ronde. Donc on va développer entre autres sur les sols et vraiment tout le substrat qui va permettre à cette forêt primaire de se réinstaller. D'autres questions ? Oui, bonjour. Du coup, en tant qu'Ardennais, on a vu passer aussi pas mal de réactions de la part du parc naturel régional des Ardennes assez virulentes, presque une réaction de lobbyiste en fait. Je voulais savoir où ça en est les échanges avec le PNR des Ardennes parce que ça a vraiment l'air compliqué. Oui, ça a été... Non, touche pas, c'est en régie que ça se règle. Vas-y. C'est bon ? Non. Non. Quand on est allé sur le terrain, alors dans les Ardennes, on est allé en mars 2022. Sur le terrain, on avait fait des demandes de rendez-vous, aucune réponse. Aucune réponse du parc, aucune réponse. Bon. Un jour est tombé comme ça, très abruptement, y compris pour les membres du comité syndical du parc, à l'occasion d'une réunion du comité syndical, une motion proposée par le président extrêmement hostile, reprenant à peu près tous les clichés possibles et imaginables. Enfin bon, on va vider, etc. Donc opposition brutale et tout. Bon, des élus sont étonnés, mais
il y a eu quelques oppositions en disant on n'a pas discuté de ça, le conseil scientifique du parc n'a pas donné son avis, mais enfin, ça a été voté. Parce que, bon, les élus ont voté parce que souvent dans leur commune, ils ont une subvention, ils ont une aide, ils ne comprenaient pas, ils ont voté. Il se trouve que ce vote, cette décision rendue publique a provoqué, y compris sur la page Facebook du PNR, un certain nombre de réactions de gens disant « Mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On n'a pas entendu le projet, on ne connaît pas, etc. » Le comité scientifique qui avait été saisi par le parc a dit « Nous, on veut travailler avant d'émettre une opinion. » Voilà. Finalement, après avoir fait voter ce texte par son comité syndical, le président a dit « On va quand même faire une réunion de présentation. » Donc on y est allé avec Francis et moi. Ça a été un peu un festival, surtout parce qu'il y a eu 3, 4, 5 personnes représentant des communautés de communes qui sont montées au créneau très fort et avec qui il était inaudible. Enfin, on peut prendre tous les comptes rendus pour lesquels il était inaudible dès que Francis ou moi répondions sur le thème. Mais on ne va pas vous donner des réponses comme ça tout de suite sur ce qu'on peut faire ensemble ou pas. C'est des choses que justement on veut travailler avec vous, parce que bien sûr qu'on discutera, bien sûr, qui probablement dans des zones telles ou telles, oui, il y aura de la chasse, il y aura des pratiques de chasse. C'est pas une idée qu'on exclut du tout. On va la travailler, etc. C'était totalement inaudible. Vous ne nous donnez pas de réponse, etc. Bon, après la réunion, on a eu beaucoup de discussions avec des gens qui y ont participé, des élus, des techniciens du parc, le maire de la principale commune du département, qui étaient sur des positions tous les uns et les autres. D'ailleurs, lui s'est exprimé pendant la réunion, beaucoup plus nuancé, beaucoup plus à l'écoute. Sans qu'ils nous disent « Ah, on est d'accord », c'était pas ce qu'on leur demandait. Ils venaient nous dire « Continuons à dialoguer, continuons à discuter ». Donc, le parc, en plus, est dans une phase de révision de sa charte. Et donc, on a tendu la main. Francis a réécrit, d'ailleurs, au président du parc, en disant « Mais il y a y compris dans votre charte actuelle des choses. Travaillons ensemble ». Donc, ils ont commencé le processus de révision de charte. Et je sais qu'on le sait parce que la presse dans les Ardennes en a parlé hier, que dans des réunions... il n'y avait pas beaucoup de monde, d'ailleurs, des gens ont posé la question du projet. Le projet, il est présent. Donc, nous, on est complètement ouverts en permanence au dialogue. On ne veut surtout pas s'installer dans un affrontement avec le PNR. Pour nous, les PNR, d'ailleurs, au PNR des Vosges du Nord, j'y suis allé aussi, le climat est totalement différent. On a un avis du conseil scientifique du PNR des Vosges du Nord qui ne dit pas « Vive le projet Francis Salé », etc. Il dit « Nous, on travaille très bien avec le parc, on fait avancer les choses. » Les dernières phrases du conseil scientifique, de l'avis du conseil scientifique, c'est « Nous devons nous tenir informés en vue de possibles convergences futures. » C'est-à-dire que là, on est sur le chemin de la construction. C'est des acteurs. Prenez l'ONF. Rencontrer l'ONF à tous les niveaux. Pour nous, une évidence, c'est typiquement une réflexion de recherche, un programme de recherche de l'ONF, un projet comme celui de Francis. C'est-à-dire, voilà, quand on les a rencontrés, c'était des discussions possibles avec eux. Allez-y, prenez-le. Bon, ils ne sont pas dans cette logique. Par contre, ils n'ont pas créé d'obstacles à nos rencontres sur le terrain, etc. Pas du tout. Il y avait Laurent et d'autres, on était ensemble à Montier-en-Der. Laurent Tillon, il s'est exprimé clairement, on l'a revu après. Il y a plein de gens dans l'ONF, à tous les niveaux, qui disent allez-y. Bon, les politiques, ce qu'on nous demande en ce moment, à nous, c'est de créer le consensus. Et, voilà, fabriquons le truc. Mais voilà où on en est. On est complètement ouvert à tout. Et d'ailleurs, on va développer le dialogue dans les Ardennes. On s'installe dans les Ardennes. Hein. On va ouvrir des locaux. On y était hier. On y a passé 2 jours. On a participé à une réunion parce qu'il y a les assises régionales des forêts et du bois, organisées par la filière bois. Lorraine Nature Environnement, qui est une des structures constitutives de ces assises, organise des rencontres associatives. Et donc l'association, qui est maintenant sur le terrain là-bas, a été invitée à participer. On était même dépassés, puisqu'au lieu d'avoir 400 personnes qui nous demandaient, il y en avait 14. On avait plus de monde qu'à la réunion du PNR. Des propriétaires forestiers, des agents, des forestiers, des naturalistes, des citoyens. Enfin, c'était sympa, c'était super sympa. Donc, voilà. On y va dans les Ardennes. Oui, il faut... Vas-y, Francis. Juste un petit détail. Je ne suis pas très familier avec les réunions politiques, tu as dû t'en rendre compte. Mais cette réunion dans les Ardennes, ça m'a laissé un souvenir assez dur parce que on m'a comparé à un dignitaire nazi et nommément au maréchal Göring. Ça m'a pas vraiment fait plaisir et je crois que je préfère mon labo.
Merci Francis. Juste peut-être pour compléter, si vous habitez dans un PNR, il faut savoir que les PNR révisent leur charte actuellement, un peu partout en France. Parfois avec des prises de position, par exemple comme dans les Pyrénées, qui ne sont pas toujours favorables à la biodiversité. Donc faites attention à la révision des chartes des PNR actuellement, c'est en cours. Madame, un micro. Merci. Encore 2-3 questions et puis on va faire la pause déjeuner. Je voulais savoir s'il y avait un minimum d'hectares pour créer une forêt primaire ou si... En fait, je voulais savoir si vous encouragez tout particulier que nous sommes, qui avons un jardin ou des terres ou des domaines, à recréer des espaces complètement sauvages et primaires. Il y a un collectif qui s'est créé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle le Collectif pour la Libre Évolution. Valérie Thomé. Vous tapez ce nom-là sur Internet, vous allez voir. Alors ça ne fera pas des forêts primaires parce que la surface n'est pas suffisante. Mais c'est une très bonne idée de laisser intact, sans y toucher, sans rien toucher, des zones qui ne servent à rien et qui peuvent être changées en forêt. Oui, oui, moi je suis tout à fait pour. Il y a un exemple au Japon, c'est Miyawaki. Bon, c'est pas assez grand pour être des forêts, mais ça fait plaisir aux gens et tout d'un coup, ils ont un espace vert avec quelques animaux. C'est superbe, allons-y, sans hésiter. Tu veux compléter? Vas-y. Un petit complément. Ce projet, et on a dit au niveau de l'Europe, au niveau de la France, il s'inscrit complètement dans des stratégies publiques qui existent. 10% d'air en protection forte, ça a été encore rappelé dans le dernier document de planification écologique, c'est un objectif en France, un objectif au niveau de l'Europe. Donc à un moment donné où les politiques publiques s'appliquent, et auquel cas on se trouvera confronté aux questions que pose le projet de Francis, où elle ne s'applique pas, mais alors là c'est un autre problème avec d'autres conséquences. Donc on est complètement dans ça. Après il y a des formes très variées, il y a des associations, Francis rappelle le collectif Libre Évolution, nous on discute avec nos amis de Canopée, nos amis de l'Aspace, nos amis des sociétés naturalistes, chacun fait son bout, fait sa part. La spécificité du projet de Francis, et c'est ce qui m'était apparu au départ, parce que moi j'avais rencontré Forêt Sauvage, j'avais rencontré Gilbert et Béatrice, j'avais rencontré... je leur avais dit, mais attendez, mais c'est à vous, c'est à vous de prendre un projet de cette nature. Et très vite, je me suis rendu compte qu'on était à un autre bout du problème libre-évolution, c'est-à-dire que la dimension quand même assez considérable, et en temps et en surface du projet, obligé à se poser la question des politiques publiques, c'est-à-dire à prendre le projet par en haut, et pas par l'acquisition de parcelles chez le notaire, etc. De le prendre obligatoirement par en haut. Mais tout ça converge vers la réinstallation progressive de grands espaces naturels où les dynamiques naturelles s'expriment librement. Et puis, comme me dit Sylvain, si ça commence à 3% d'un espace forestier, ça commence à 3% d'un espace forestier, et puis ça va jusqu'au projet. Dernière question peut-être. Une question au milieu de la salle, là, voilà. Bonjour. Je voulais savoir si vous... Je suis là? Oui, je vous vois. Mais non. Je voulais juste savoir si vous avez des... je pense que vous l'avez suivi, mais si vous avez des infos liées à Lula au Brésil, qui a fait une assemblée, je crois, avec tous les pays d'Amérique du Sud, pour protéger les forêts primaires. Je sais pas, peut-être que vous le suivez pas, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir votre vision là-dessus. Combien on peut y croire en fait à ce projet, qui a l'air quand même énorme. J'ai pas trop suivi, mais de ce que j'ai compris, c'est tous les pays d'Amérique du Sud qui se sont réunis, du moins une majorité, pour les protéger avec... Francis ou Eric, il y a une assemblée, avec une assemblée. Je dois dire, un petit peu déçu quand j'ai compris que lorsque Jair Bolsonaro a été remplacé par Lula, la déforestation n'a pas baissé. Et alors peut-être qu'elle le fait maintenant. Mais il y a des forêts superbes, celle de Lacré dont a parlé ce matin notre ami cinéaste. La perte de Lacré, pour moi, c'est quelque chose de terrible. C'était vraiment parmi les rares exemples de forêts vraiment primaires en Amazonie. Écoutez, il faut attendre. Je ne doute pas de la bonne volonté de Lula, mais apparemment, il a une marge de manœuvre qui est tout de même très réduite.
même au Brésil. Le lobby des planteurs de soja transgéniques est quasiment tout puissant dans ce pays-là. Évidemment, ils ne peuvent pas s'entendre. Alors peut-être la dernière, parce que je vois qu'il y a encore quelques questions, mais toute l'après-midi, on aura des échanges, hein, rassurez-vous. Peut-être, oui, monsieur. Oui, bonjour. Une question que je me pose et une réflexion en même temps. Il y a en même temps un projet de forêt ça s'appelle le réseau FREN, je ne sais plus à quoi correspond l'acronyme, les forêts en libre évolution, qui correspond donc à un maillage au niveau national de petites forêts qui seraient laissées en libre évolution. Alors ça existe déjà plus ou moins avec les réserves intégrales, les IO de sénescence. Mais sans verser dans le complotisme, je me demande si derrière ça, il n'y a quand même pas une stratégie qui vise, à côté de ces aires qui seraient donc voilà, en réserve intégrale, de cacher un peu l'intensification de la gestion forestière qui se déroule par ailleurs, qui est complètement réelle actuellement. Hein. Les prélèvements de bois ont augmenté. Enfin, voilà. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un projet qui rentre en compétition avec le vôtre? Est-ce que vous... Voilà. Non. On est ensemble, y compris Fresnes, et ils sont dans le collectif qu'évoquait Francis, hein, le collectif Libre Évolution. Non, après les arrière-pensées, il y a toujours peut-être des arrière-pensées. Nous, on pense que tout ce qui pousse, chacun porte son fruit. Les conservatoires font ce qu'ils peuvent, les réserves naturelles, France font ce qu'elles peuvent, les RBI font ce qu'ils peuvent. Nous poussons chacun de notre côté face effectivement à une situation. C'est quand même un des enjeux d'aujourd'hui. On est complètement schizophrénique. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on rencontre aussi des forestiers, des propriétaires forestiers, même parfois de très grands propriétaires forestiers, qui très honnêtement nous disent, après tout, pourquoi pas. D'ailleurs, on pourrait penser, avec une partie de nos forêts, on pourrait les mettre, etc. Ils sont schizophrènes. C'est-à-dire, entre une demande de bois, on leur dit astronomique, pour faire un peu, parfois, n'importe quoi, une situation de marché qui est catastrophique. D'un autre côté, des gens comme nous qui poussons. Disons, au contraire, halte au feu, justement, enfin, on se calme, il faut pas. Ils sont dans une situation, pour un certain nombre, très compliquée, avec un lobby du bois, mais vraiment, ils pensent mètre cube, ils pensent euro. Mais au lieu de dire, de raisonner ressources au niveau planétaire, y compris, quel est notre rapport à l'arbre et à la forêt en général? On a d'une part besoin des forêts pour respirer, vivre, faire du sol, etc. Il y a une quantité de forêt disponible et on a besoin de matériaux, bois aussi. Comment on prend ça globalement? C'est-à-dire comment on y réfléchit ensemble, sachant que d'un côté, il y a une ressource vitale pour nous, pour la planète et le sol, et de l'autre côté, ok, ouais, on a besoin, on nous dit, ah oui, le bois, c'est un matériau formidable, ça stocke le carbone. Oui, après on réfléchit, on dit, bah oui, mais quand on met du bois dans une maison, ça a 75 ans de durée de vie, tel ou tel produit, ça a une durée de vie ridicule, donc finalement on stocke le carbone pendant un petit peu de temps, puis on va le refoutre, ça sert strictement à rien. Il faut réfléchir à tout ça de manière cohérente. C'est un enjeu d'aujourd'hui. Poser les choses clairement sur la table. Et j'ajoute, pour reprendre un mot d'Esther Duflo, récemment dans Le Monde, elle a dit très clairement, par rapport aux réflexions mondiales sur la pauvreté, sur les questions de santé, sur ce qui s'est fait en matière de combat pour la pauvreté, l'action climatique est vraiment en retard. On est au stade, c'était ces mots, des beaux discours. Nous, on dit, on fait de l'Esther Duflo, enfin je veux dire en barre, c'est-à-dire, allons-y, expérimentons, travaillons, lançons des choses et travaillons. C'est ça l'intérêt de fond de ce projet. Merci Eric, je pense que ça va être le mot de la fin pour la matinée. On vous retrouve ici à 13h45. On vous retrouve ici à 13h45 précis, s'il vous plaît, pour attaquer une après-midi qui sera très très riche, très chargée. Donc merci, bon appétit à tous et à tout à l'heure.